Bon. Et je Tu mènes démarre la danse, tu l'enregistrement mènes la danse, hein, également. c'est ça. Tu Ok, mènes madame. dans le technique déjà, et puis dans le… Voilà. Je, je te laisse mener la danse et j'apporte le meilleur que je peux. Est-ce que je suis bien Ok. placée? Ouais. Bonjour, je le sais. On va peut-être attendre quelques minutes. On te voit très très bien. Tu es très bien dans ton joli bureau. Ouais, avec mes sculptures. Bah oui, je vois ça, dis donc. Bah, Tu tu sais, rigoles pas. hein? Tu rigoles pas, dis donc. Ben non, et en plus, là, bon, ça, c'était ma première. Et derrière le bronze que tu Ouais. vois, c'est mon mari. Ma seconde, j'ai sculpté mon Ah, mari. Ah, c'est incroyable, j'avais ce waouh. don-là. J'ai découvert que j'avais ce don-là. Comme ma fille est en train de découvrir qu'elle est portraitiste. Elle ne Ah bah savait c'est bien. pas. Ah ouais, oui. Elle est comédienne, elle est chanteuse, danseuse, puisqu'elle a fait le conservatoire. Et là, elle est partie, elle est confinée en Bolivie et dans son confinement, elle a commencé à faire des portraits. Et j'ai dit, merde, elle capture l'âme des gens, dis donc. Waouh. Ah ouais, non, elle est Mais impressionnante, hein, ça m'étonne pas qu'elle soit douée, ta fille. Hmm. Dis-moi, Edith, on va y aller en douceur si tu veux. Ah oui. Et puis, on va commencer par les présentations. Donc, je vais te laisser te présenter justement dans ton parcours atypique, puisque Donc, d'un aujourd'hui, côté Edith, multipotentiel. voilà, on va parler du multipotentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, petit rappel, hein, qu'est-ce que c'est? Comment on reconnaît ça? Comment on le gère? Et puis aussi, une question très pratique qui a été posée, c'est comment je gère mon temps? Et ça, c'est une question quand même qui est très, très concrète, qu'on se pose aussi tous les jours quand on est, quand on est de cette mouvance-là. Alors, Edith, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours extraordinaire? Et puis, je partagerai aussi mon parcours pour que ça puisse vraiment installer le cadre. Et après, on commencera dans les questions et justement, on répondra aux questions éventuellement au fur et à mesure des personnes qui nous rejoindront. Alors, qui es-tu, Edith? Vaste question. C'est une question qui est passionnante parce qu'on peut répondre par plein d'angles. Mais compte tenu du sujet qui nous intéresse, je Oui. dirais que je suis une femme qui a plus de 60 ans aujourd'hui, a eu le plaisir de développer 4 talents vraiment très puissants à des hauts niveaux, voire très hauts niveaux pour certains. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de passionné, Oui. passionné par la vie. Et dans la vie, justement, il y a tellement de choses qui font vibrer que je suis une femme qui doit faire des choix très régulièrement pour aller au meilleur de chaque étape de sa vie. Donc, je suis mentor des femmes qui ont envie de contribuer à changer le monde, des femmes audacieuses, des femmes inspirées, inspirantes. J'essaie de les aider à devenir des rôles modèles dans un monde où on a besoin de rôles modèles. Qu'est-ce que c'est un rôle modèle? Quelqu'un qui s'autorise pleinement ses talents pour inspirer le monde, pour que d'autres, à leur tour, osent, s'autorisent à changer les choses. Donc, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans ma vie, on en parlera. J'ai eu 4 carrières, un même mari, et nous sommes très amoureux, encore plus depuis ce week-end. Mais ça, c'est autre chose. Depuis 35 ans bientôt, maman de 2 enfants, artiste, et je suis descendante de lignées d'amoureuses. C'est-à-dire que j'ai eu derrière moi une grand-mère et une maman qui étaient vraiment des femmes qui savaient qu'on avait le droit d'exprimer ses dons et ses talents en pleine harmonie avec le masculin. Donc voilà un petit peu, je suis passionnée, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime l'amour, j'aime la nature, je suis une amoureuse. Et qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? De partager le fruit de toutes ces années de construction, de recherche, de moments de grand bonheur, de galère aussi, hein, parce que ups et downs, hein, la vie c'est ça. Ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est une meilleure compréhension de ce que j'ai vécu de façon automatique pendant des années. Parce que le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, qui est la multipotentialité, c'est plus facile à mon âge que quand on est jeune, déjà. Parce que moi, j'ai quand même la chance de regarder derrière. Je vois 40 ans de carrière et je vois comment ils se sont développés, mais je n'étais pas toujours consciente de ça.
On va parler peut-être de comment les détecter, nos talents, Oui. comment les gérer en temps et en heure, comment passer de l'un à l'autre, comment les rendre compatibles avec une vie parfois familiale, amoureuse, de mère aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aime transmettre, c'est le fruit d'expérience, de vie, de passion, une énergie. Puis je suis chamane aussi, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris à travailler dans le subtil, l'invisible. J'ai été formée depuis 30 ans sur des plans différents, ce qui donne aussi à la réponse « qui es-tu » un autre angle. Qui je suis en tant qu'être, en tant que personne sur cette terre, avec à la fois des talents, mais en même temps une verticalité, c'est une conscience des choses qui parfois est différente. Je ne vous ai pas perdu en route? Du tout, on est là. Du coup, aujourd'hui, à quoi tu aspires? Avec le potentiel que tu as, avec les talents, les multi-intelligences que tu as, à quoi tu veux, vers quoi tu veux aller? À titre égoïste, ce à quoi j'aspire, c'est de ne pas partir en ayant oublié d'ouvrir mes cadeaux. Ce que j'appelle les cadeaux, c'est des dons, des talents, des désirs profonds d'expérimenter, de vivre et même de dépasser mes limites. J'ai encore des limites à dépasser. Je me dis, j'ai peut-être 30 ans devant moi, tu vois, maman a 93 ans, elle est encore assez verte, j'en ai 30 de moins. Je me dis que ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est que ces 30 années soient vivantes, denses, mais en même temps qu'elles respectent qui je suis et mon rythme. Et ça, c'est au niveau égoïste. Mais après, sur un niveau plus contributif, quand je réfléchis aux modèles qui m'inspirent, des gens comme Annick de Souzenel, Fabienne Verdier, Michelle Obama ou Alexandra David-Neil, c'est laisser une trace. C'est-à-dire d'avoir contribué à changer des choses autour de moi de plus en plus large par un rayonnement, une présence, notamment par les réseaux, ou par mes conférences, ou par toutes mes masterclass, tu vois, mais c'est surtout laisser une trace, contribuer. Donc, ce à quoi j'aspire, c'est avoir de plus en plus de clarté. Parfois, je dis, quand je me connecte, des blocs de marbre reliés par un ciment de lumière. Les blocs de marbre clair, c'est là où j'ai vraiment des dons. Ces blocs. Et reliés par un ciment de lumière, c'est quelque chose où je suis dans le less is more with joy. Je fais le minimum pour avoir le maximum d'impact dans la joie. Donc, ce à quoi j'aspire, c'est d'être de plus en plus authentiquement qui je suis. De ne pas me perdre dans des leurres, dans des fausses valeurs. C'est vraiment aller dans l'essentiel. Ouais, c'est ça. Pour contribuer et être un rôle modèle, et on a besoin, encore une fois, je crois qu'il faut être terriblement authentique. Donc, j'aspire à être de plus en plus moi, pour moi et pour les autres. Je crois que je ne peux pas répondre autrement en ce moment. Super, je te remercie beaucoup, Edith. C'est vrai que, Edith, ça fait quelques temps qu'on se connaît aujourd'hui et que tu as fait aussi partie des super intervenants que j'avais invités à Meet Your Goal aussi. Et tu avais parlé d'un thème dont on va parler notamment dans le prochain live qui parlera du syndrome de l'imposteur. Et oui. Et en fait, moi, c'est un syndrome que j'ai vécu aussi en tant que MT, multipotentiel. J'en profite pour faire un petit peu mon coming out un peu officiel parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, j'ai beaucoup entendu « mais tu fais trop de choses, mais on te voit partout, mais tu es un papillon ». Et j'avoue que je l'ai très mal vécu. Je l'ai vraiment, vraiment très mal vécu. Je t'ai encore envoyé un message tout à l'heure en te disant je suis très heureuse de traiter ce sujet-là parce qu'il a été tellement source de souffrance et maintenant, il est une telle source de joie. Et effectivement, moi, je viens d'un parcours vraiment où, au départ, voilà, c'était des études de droit, une carrière juridique, un passage à l'antiterrorisme à la Cour d'appel de Paris, vraiment une passion pour le profiling. Et petit à petit, voilà, la communication non verbale, la programmation neurolinguistique, un burn-out qui m'aide énormément. Et vraiment tout ce pivot et ce changement. Je me suis énormément intéressée au sport depuis toute petite. Le sport, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai fait de la compétition à haut niveau. J'ai été triathlète aussi. C'est quelque chose, tout ça, je l'ai gardé. J'en parle maintenant parce qu'en réalité, ça va expliquer ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je le fais. L'art, ça a été une composante qui est vraiment extraordinaire dans ma vie aussi et que j'ai gardée.
Et cette sensibilité-là, je l'ai développée aussi. Et puis, je suis littéralement tombée dans tout ce qui est neuroplasticité, programmation neurolinguistique et aussi tout ce qui est innovation et intelligence collective. Aujourd'hui, je travaille avec des grands groupes. Je fais ce qu'on appelle les hackathons. Donc, c'est de grands événements. Le hackathon, c'est un mariage entre hacker et marathon. Donc, on a marié ces deux mots-là pour créer un nouveau mot, le hackathon. Et en fait, ce sont de grands événements. Et tu vois, quand je pense à tout ça, au multipotentiel et par exemple à l'intelligence artificielle, ça a été le thème du dernier qu'on a fait là avec Orange, en fait, je me dis qu'effectivement, ces intelligences multiples-là viennent enrichir même l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui adulée, hein, mais qui ne suffit pas en elle-même. Donc, ça ne remplacera jamais le cerveau humain, de toute façon. Donc, aujourd'hui, mon travail, c'est vraiment l'accompagnement en stratégie, mais je garde ces sensibilités-là à l'intelligence stratégique, à l'intelligence relationnelle, à l'art et au sport. Aujourd'hui, j'écris un livre que je documente de plus en plus avec des personnes dont le but, c'est vraiment d'améliorer leurs habitudes et leurs rituels. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et aujourd'hui, ce côté un petit peu 360 degrés, et justement, je suis arrivée à l'accepter. On en parlera tout à l'heure, mais je suis arrivée vraiment à l'accepter et je suis arrivée à en faire un atout. Et ça, je pense que voilà, c'est un chemin, c'est un cheminement. On se découvre comme ça aussi. C'est pas une étiquette qu'on nous pose et c'est pas forcément non plus très bien vécu au départ et on ne sait pas forcément ce que c'est dès le départ en réalité, surtout quand on n'est pas détecté. Donc, oui. Ce que tu évoques, c'est en effet comment reconnaître si on est un multipotentiel. C'est ça. Et est-ce que toi, tu as compris comment, dans ton cas, la conscience s'est produite à ton niveau et dans ton entourage? Parfois, c'est les parents, les enseignants ou après dans nos professions. Comment ça s'est passé pour toi, par exemple? Alors, moi, j'étais classée un peu parmi les turbulents. Je dormais au fond de la classe. En fait, j'avais un contrat avec mes maîtresses, avec mes profs, et je dormais. Bon, j'ai jamais redoublé, hein, j'ai toujours bien réussi, mais je dormais parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est pas super bien vécu. Et un entourage et Je ne t'entends plus. oui, nous nous sommes perdus. Je ne t'entends plus. Est-ce que tu as un souci de réseau? Alors, normalement, non. C'est bon. L'image était figée et je ne t'entendais plus vraiment. Ah, d'accord, ok. Et c'était figé de mon côté aussi. Donc, ce n'était pas forcément bien vécu, mais je l'ai plutôt découvert à force de me dire, et à force d'entendre, mais tu es un ovni, mais tu es bizarre, mais ton cerveau n'est pas normal, mais tu vas trop vite, en fait, tu es un robot, mais en fait, tu es un extraterrestre, mais en fait, tu es un pitbull, mais en fait, tu es une warrior, mais en fait, tu es Wonder Woman. Et en fait, tout ça, c'était vécu pour les autres comme quelque chose qui était normalement avantageux, et normalement flatteur. Alors que moi, je le vivais extrêmement mal, très mal. En fait, pour moi, c'était du rejet. En gros, je fais pas partie du groupe, je ne suis pas normale, et tout ce que je voulais, c'était être normale, en fait. Donc au départ, oui, c'est vrai que c'était très mal vécu. Et toi, de ton côté, c'était comment, Edith? Moi, j'ai eu la chance de tomber dans une famille déjà où mon père était quelqu'un d'extrêmement brillant, puisqu'il était à la fois musicien, ingénieur au chemin de fer, il faisait la physique quantique, de l'astrophysique, il faisait la philo. J'ai eu vraiment la chance d'être née d'un père qui lui-même était ça. Donc, pour moi, être capable de faire un meuble et de parler avec Carl Sagan, Hubert Reeves ou travailler en physique quantique, c'était normal. Donc, j'ai eu cette chance. Par contre, c'est plutôt dans les écoles, dans l'enseignement, où je me souviens, on m'appelait la Zazou, par exemple. J'avais 15 ans, donc ça fait quand même 35 ans, 38 ans, tu vois. On m'appelait la Zazou. Donc, je sentais bien que les profs le vivaient de manière un peu bizarre. Enfin, j'étais pas comme les autres. Même dans mes réseaux de copines, je me sentais pas, j'étais pas la bonne copine. J'étais
la fille un peu bizarre, un peu étrange. J'étais attirée par les hommes plus âgés, par exemple. Moi, les gamins de mon âge, ils ne me regardaient pas, ils ne me calculaient pas, comme vous dites. Et moi, j'ai kikiné un peu. J'étais attirée par des garçons qui avaient au moins 10 ans de plus que moi. Donc, ça s'est traduit comme ça. Ensuite, dans mon métier, parce que j'ai quand même fait 20 ans de marketing, entre 21 et 40 ans, j'étais dans le marketing jusqu'à des très hauts niveaux. J'étais chez Cartier, j'avais la moitié du monde à superviser à 28 ans. Dans ce milieu-là, pareil, on pouvait être très brillant, c'était plutôt un atout. Mais j'étais dans une grosse PME au début, on me disait, Mademoiselle Erlemont, mon nom de jeune fille, oh, vous êtes trop brillante, on vous comprend pas. Et je me souviens que je faisais des plans marketing qui étaient hors normes parce que j'ai toujours des traits littéraires. Donc, moi, je ne torchais pas les trucs comme ça. Je disais vraiment, c'était beau. Puis, il m'avait dit un jour, mais oh, vous écrivez trop bien pour un plan marketing, moi, ça me dérange. Bon. Après, quand je suis partie aux États-Unis 1 an pour cette boîte, c'était GP, Galerie du Papier Peint. J'avais 25 ans. Il m'a envoyé à New York 1 année. Pareil, j'ai fait un truc, j'ai créé une collection de papier peint moi-même. J'ai pris le rôle de la direction création, j'ai créé le truc. Ils n'en ont pas cru leurs yeux. Ils disent, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que c'est cette nana? Et en fait, au bout d'1 an, ils ne m'ont pas gardé en disant, Mademoiselle Erlemont, vous êtes trop brillante pour nous. Et en attendant, tu vois, je l'ai vécu, moi, les manières douloureuses, c'était professionnellement, où je me rendais compte que les petites PME, les PME ne voulaient pas de moi. Ils ne savaient pas par où ça s'attrapait, ce machin-là. Je parlais anglais, allemand, espagnol couramment. J'étais fiancée en Allemagne. Vraiment, j'ai vécu en Amérique du Sud. Donc, j'étais vraiment un animal un peu bizarre, tu vois. Et je n'arrivais pas à rentrer dans des boîtes moyennes. Et je me souviens, ça, c'était avant de rentrer à l'Expansion. J'ai été recrutée par Jean-Louis Servan-Schreiber. Et là, j'avais 25 ans, je revenais des États-Unis. Et ça, c'est typique de ce qui se passe chez un multipotentiel. Je cherche, avec toute ma bonne foi, à rentrer soit chez L'Oréal, des petites cases bien propres, soit dans des grosses PME. Et je me faisais, mais à chaque fois, je me faisais jeter. Et je rencontre une des chasseurs de tête, dans la rue de la Paix, qui me dit, écoutez, mademoiselle, honnêtement, je ne vois qu'un grand patron sur Paris qui peut vous faire confiance. Vous êtes trop atypique et trop brillante. Bon, donnez-moi 15 jours. 15 jours après, je suis appelée par Jean-Louis Servan-Schreiber, qui à l'époque était le PDG de l'Expansion. Et je me suis retrouvée membre du comité de direction. Il y avait Boissonnat, qui était un grand économiste. Il y avait Pivot, il y avait tous ces gens-là. Tu vois. Et j'ai été 3 ans rattachée à Jean-Louis comme patron d'une entité qui était basée à Princeton, dans le New Jersey. Mais les grosses PME ou les groupes classiques, je me souviens avoir été invitée chez L'Oréal par le directeur des ressources humaines. Il m'invite à dîner, il me dit, vous savez, vous êtes comme un étalon, un cheval sauvage, on ne peut pas vous mettre dans des stalles trop étroites. Ne rentrez pas chez nous. En attendant, je pointais au chômage parce que je revenais des États-Unis, je n'avais pas de job et on me disait, mais non, on ne veut pas de vous. Et il a fallu des gens atypiques. Donc, il y a eu Jean-Louis. Ensuite, il y a eu Alain-Dominique Perrin. Pareil, il m'a recruté sur un coup de cœur. J'avais 28 ans. On passe 1 heure dans son bureau. Il me dit, allez, je vous confie la moitié du monde. Et finalement, c'est toute l'histoire de ma vie. Quand je voulais les choses moyennes, je me faisais jeter. Je n'avais pas pour autant la vision de choses très hautes, mais heureusement, elles arrivaient à moi et j'ai pu les prendre. C'est comme ça que j'ai eu tous les postes que j'ai eu pendant 20 ans. Mais je pense qu'il faut aussi de la chance quand on est dans ces états-là, c'est-à-dire ne pas hésiter à se montrer tel qu'on est. J'aurais pu me faire plus petite pour rentrer dans les petites cases, mais je suis toujours montrée authentique. C'était plus long, mais par contre, les gens avec lesquels j'ai connecté, dans l'art, c'est pareil. Je me suis retrouvée dans une galerie américaine au bout de 3 ans de peinture parce que j'étais moi-même. Donc, la grande leçon que j'en ai tirée, c'est même si c'est douloureux parfois, même si c'est compliqué, parce qu'on est peut-être 5 à 10% de gens comme ça, il n'y en a pas plus. Donc, pour être en liaison avec des gens qui n'ont pas ça, c'est compliqué. Donc, il faut se dire qu'il faut d'abord se regrouper auprès de gens qui nous comprennent, qui ont les mêmes aptitudes pour après déployer nos talents au service du plus grand nombre.
Mhm. Est-ce que je suis claire dans ce que j'exprime? Pour moi, oui, on a été rejointe par Damiela, par Cameron et par Yasmine, et il y a encore des personnes qui vont arriver. Bien sûr. Oui, pour moi, Ça a c'est été clair. clair. Et ça fait vraiment, vraiment écho à ce que j'ai vécu aussi. Moi, le nombre de fois, on m'a dit, bah, vous rentrez pas dans les grilles, je peux pas vous faire rentrer parce que sinon, je vous donne ma place. Et en fait, on se retrouve dans des positions en fait, de rejet, et même socialement. C'est bizarre. Ou alors, le fameux, ton cerveau va trop vite. Moi, je suis à l'étape 1, toi, tu es à l'étape 100. Et en fait, ben, pour moi, ce n'est pas un compliment. Enfin, ça ne me fait pas vachement plaisir. Je me sens juste en décalage et je me suis sentie aussi très, très, très à l'ouest pendant un moment, en fait, très à côté de la plaque. Donc, oui, ça fait écho à beaucoup de choses dans le monde du travail, dans les études. Par exemple, dans mes études de droit, on me reprochait souvent de faire énormément de droit comparé. Quand on était dans une matière bien spécifique, bah moi, j'allais voir ce qui se passait ailleurs et je comparais la manière de faire. Et ça, c'était reproché aussi. Et de comparer plusieurs domaines, le juridique avec le scientifique, avec le ceci, avec le quantique, avec C'est ça l'artistique. qui est intéressant. Bien sûr. Et pour moi, c'est logique, enfin, c'est normal. Sinon, ce que je fais n'a aucun intérêt. Enfin, je ne vois pas le… Mais c'est amusant parce que ce que tu exprimes, c'est qu'un des moyens de reconnaître les multipotentiels, c'est leur créativité. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les problèmes d'une manière classique. On sort du cadre. Je me souviens, quand j'avais, pour l'Institut français de la mode, dans mes dernières années de marketing, donc j'avais 40 ans, 39 ans, j'avais des personnes comme la directrice des ventes de Chanel, enfin des gens quand même de très haut niveau, en groupe de 10 personnes sur le marketing de la mode et la communication. Donc, c'était un séminaire de 3 jours et je leur donnais, par exemple, le catalogue des 3 Suisses ou de la Redoute pour aller voir une boutique et reconstituer à partir des boutiques le plan marketing en amont, où j'avais lu comment la Twingo a été créée par Christophe Midler. Alors, t'imagines, c'est une femme qui est chez Chanel et moi, je lui parlais de la Redoute et de la Twingo pour la sortir de son cadre et dire maintenant, on va voir comment les choses se pensent dans un autre angle. Et au début, je me souviens que je leur disais, moi, je vais vous emmener en hélicoptère tout de suite, on va changer de plan et on va regarder d'en haut. Et au début, elles étaient un peu déstabilisées. Puis après, elles me disent, mais c'est génial. On ne peut jamais traiter un problème de là où on est. Il faut prendre de la hauteur. Et une des façons de reconnaître un multipotentiel, c'est de voir sous quel angle il va réussir à traiter un problème en sortant du plan naturel dans lequel le problème a été posé. Ça, c'est un des… Si vous avez ça, c'est-à-dire cette espèce d'esprit de digression, de sauter d'un truc, c'est pas on saute du coq à l'âne, c'est qu'on sent bien que le changement de focale va permettre de trouver un angle que personne n'a vu. Et le deuxième élément, et moi je m'en suis rendu compte vraiment il y a 15 ans, c'est qu'on a souvent une intuition qui va de pair avec des talents beaucoup plus subtils qu'on ignore. Parce que comme on a un esprit qui fonctionne très vite, on peut très vite, sans s'en rendre compte, changer de niveau de conscience. Et donc, souvent, les multipotentiels sont des gens qui ont des intuitions et des fulgurances et qui, s'ils les travaillent et les accueillent, vont pouvoir les utiliser comme une vraie clé qu'on peut, tu vois, dont on peut se servir. Ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. Sauf que utiliser ces champs-là, qui sont plus subtils d'information, on est dans le quantique et dans le subtil, parfois ça fait peur aux gens très brillants qui se disent « Ah, mais attention, là je sors du champ de la rationalité ». Parce qu'en même temps, on est des gens qui m'ont étudié, prouvé, déprouvé, éprouvé. Voilà. Et donc, quand on doit aussi passer par ce stade où accepter qu'en plus de cette intelligence un peu différente, plus ouverte, on a d'autres dons qui nous sortent du champ rationnel et encore plus de la reconnaissance des autres. Parce qu'un des sujets que tu as évoqué, c'est que nos souffrances, elles ne viennent pas de nous, elles viennent du fait qu'on n'est pas compris. Donc, si on a besoin d'être intégré dans des communautés ou reconnu par certaines communautés, ben, ça ne marche pas, puisqu'ils ne peuvent pas nous comprendre, ils n'ont pas le même regard. On voit des couleurs qu'ils ne voient pas. Mais si en plus, on a un côté plus intuitif, plus subtil, moi, j'ai découvert chaman, que je nomme maintenant parce que je le sais, oula, on est qui, on est quoi, où est notre place?
Mhm. Et ça fait partie des choses. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, avec mon père, qui vraiment était un homme exceptionnel, il avait une intuition, une sorte de... C'est un visionnaire. Il pouvait à distance sentir quand j'étais mal. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris que très souvent, les multipotentiels, les gens avec des QI très élevés, sont des gens qui ont accès à des intuitions fulgurantes. Et tant qu'on n'est pas confortable avec ça, ça rajoute, ça surajoute de l'inconfort. Alors que quand on a intégré ça, moi c'est ce que j'aide beaucoup à faire chez les personnes que je mentore, parce que viennent vers moi, puisque je suis de plus en plus moi-même, des gens qui sont dans ma zone, si tu veux, Oui. créative, artiste, haut potentiel, etc. Je les aide à se connecter à cette petite voix pour en faire quelque chose de paisible, une clé de lecture en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte maintenant. Et j'ai mis longtemps, j'ai lutté contre ça. Ah oui, ça je comprends. Je comprends, Ah je oui, comprends, ça fait je peur. comprends tout à fait. Alors, c'est très bien, Edith, du coup, parce que là, juste pour faire une rapide synthèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé un petit peu de nos parcours respectifs et on a commencé déjà à donner les éléments de la première question qui était comment on reconnaît. Donc, on a parlé de l'apprentissage, on a parlé de cette curiosité, de la recherche de nouveautés, on a parlé aussi de cette quête qui ne cesse pas de sens, d'intégrité, de recherche, d'apprentissage. On a parlé aussi de cette rapidité de raisonnement et de cette rapidité à saisir les informations et avoir une vision justement globale et à prendre du recul et de la distance et de la hauteur. Et on a parlé aussi de cette incompréhension, en tout cas on avait ce sentiment-là d'être un peu quand même incomprise, et aussi de ce sentiment finalement quelquefois de solitude. Bien sûr. Donc ça, je pense que c'est commun aussi aux personnes qui vivent ça. Les personnes qui sont présentes, donc Daniela, Cameron et Yasmine, est-ce que vous souhaitez vous présenter et intervenir, poser une question avant qu'on passe? D'accord, moi je ne peux pas. Bonjour, c'est Daniela. Bonjour Daniela. Bonjour Daniela. Je me présente, donc je suis en fait entrepreneur dans l'événementiel. Et ça fait 15 ans que je suis dans l'événementiel, donc je mets en place des événements B2B, B2C. Et c'est vrai que ce que vous dites par rapport au fait d'être incomprise, j'ai souvent été incomprise parce que je me suis souvent en fait associée, parce que j'étais quand même, j'étais dans 2 entreprises avec lesquelles j'ai eu des associés qui ne pouvaient pas comprendre en fin de compte mon mode de fonction, parce que c'est vrai que je fonctionne très vite. Je vois en fin de compte, j'ai une vision très large, c'est-à-dire alors que certaines sont là, moi je suis à 4 ans d'avance quoi. Et du coup, on me dit, je t'ai pas ordonné, t'es pas organisé, t'es déstructuré. Donc souvent, je me suis sentie mal à l'aise par rapport à ça. Je sais que j'ai commencé même parfois à douter de moi-même en disant que peut-être c'est quelque chose de pas bien, de penser comme je suis. Donc j'ai essayé de me structurer, mais j'arrive pas parce que mon cerveau en fait fonctionne toujours. C'est-à-dire que je crée, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à voir ce que je vois. Donc c'est vrai que j'ai dû plusieurs fois quitter parce que j'étais pas heureuse. Et j'avais besoin justement de retrouver, parce que j'avais besoin de retrouver et de retravailler, mais en fin de compte, ce que moi, en fin de compte, je vois. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire, en fait, ces derniers temps, quoi. Donc, j'ai dû, en fait, me séparer parce que j'ai compris que je ne pouvais pas être comprise. J'ai compris que, bon, j'ai une pensée aussi en arborescence. Et c'est vrai que, on a besoin d'être avec des gens comme nous pour pouvoir, en fin de compte, parfois, entreprendre, exister. Donc, ceux qui ont une pensée linéaire ne vont pas trop comprendre où tu veux aller et tout ça. Donc, voilà. Merci Daniela. Yasmine, Cameron, et il y a Justina qui nous rejoint. Yasmine, Cameron, est-ce que vous souhaitez justement réagir par rapport à ce qui a été dit pour l'instant? Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Edith, et merci pour cette présentation avec Mélika. J'ai eu quelques 5 minutes de retard, il me semble, donc je n'ai pas tout entendu, en tout cas Okay. au début. Là, moi, je saurais dire si j'écoute avec attention, mais
je ne sais pas si j'ai des années d'avance sur les autres ou pas, je ne sais pas. C'est vrai que je pense profondément que je suis, comment dire, multipotentielle. Ça, on ne peut pas l'ignorer, hein, bien sûr. Je ne dis pas que je pense pas que je sois plus douée ou moins douée que les autres, mais en tout cas, je sais que j'ai plusieurs potentiels et aussi plusieurs intérêts. Donc, je m'intéresse à beaucoup de choses et donc là-dessus, j'ai une question, si vous permettez, parce que je n'ai pas de remarques sur ce qui a été dit auparavant. Ma question est justement sur ça, quand le multipotentiel devient une sorte de handicap, c'est-à-dire on s'intéresse à beaucoup de choses, on sait faire beaucoup de choses, et donc on va se lancer dans des projets différents, en même temps parfois, et in fine, on n'est pas performant ni sur l'un ni sur l'autre, ou alors on se noie, ou alors on devient frustré parce que on ne sait pas choisir et donner une priorité à un des projets. Ok. Alors, merci Yasmine, c'est super parce que c'est une super transition vers la deuxième question, parce que la deuxième question, c'était comment on le gère. Ah, ok, pardon. Désolée alors de… Non, mais c'est super. Très bien. C'est très bien. Ça veut dire que tu es pile là où il faut et comme il faut, et en plus, ça nous aide à nous lancer. Alors, effectivement, ce que tu évoques, c'est effectivement comment on peut passer d'une situation qui, à la base, peut nous faire souffrir et en faire un outil, et comment on peut aussi trouver de la stabilité. Parce que un des revers de la médaille d'être MP, c'est aussi, en tout cas ce qui est dit, c'est aussi que peut-être certains voient qu'on saute d'un sujet ou d'un domaine à un autre. Et que quelquefois, on ne cesse pas d'être débutant et que peut-être on n'acquiert pas suffisamment d'expertise. En tout cas, c'est ce qui est dit. Je ne dis pas que c'est vrai. D'accord, justement, alors là-dessus, justement, je ne sais pas si vous l'avez fait au début, mais est-ce que vous avez fait une description du profil du multipotentiel? Si je l'ai raté, je ne vous demanderai pas de répéter, je regarderai l'enregistrement par la suite. On l'a fait rapidement, mais en parlant de nous. Edith a parlé d'elle, moi j'ai parlé de moi. Edith, est-ce que tu veux donner des éléments de réponse, des clés à Yasmine par rapport à sa question? Oui, quoi vraiment un multipotentiel? Alors, le multipotentiel, c'est quelqu'un qui, déjà, juste pour revenir, pour moi, le multipotentiel, c'est une personne qui a de nombreux dons et talents naturels et des goûts pour aller les explorer au-delà de la moyenne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut s'éveiller en permanence sur un nouveau sujet et qui va avoir des chemins d'accès pour comprendre, percevoir beaucoup plus rapidement que d'autres. Et qui peut, dans d'autres domaines, être une vraie bulle. Oui. Moi, vous me mettez dans certains sujets, je suis une catastrophe absolue. Attention, multipotentiel, c'est pas je suis brillant sur tout. Non, non, non. J'ai vraiment des directions sur lesquelles, ouf, ça fonce comme une fusée. Puis d'autres, pouf, ça ne va pas. Et ça amène à la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est comment on gère ça. En fait, on a besoin de s'entourer de gens complémentaires à qui on est. Il y a dans la question, il y a deux choses. Il y a comment on gère et comment on fait des choix. Et bien, on choisit. Et là, je vais parler d'un exemple très, très simple. De 21 ans, sortie de Subdeco, Lille, à 39 ans, je suis dans le marketing au plus haut niveau. Le monde pour Saint-Laurent sur 2 gammes de produits, Descamps, le monde entier, création, communication, licence, je passe au Japon, j'étudie le japonais, je fais des trucs incroyables. Mais à l'intérieur de moi, je commence à peindre. J'ai toujours peint depuis que j'ai 15 ans. Je me souviens que je peignais. Ça faisait partie, quand je mets dans l'ikigai, de mes dons naturels, mes talents. Et je sentais au fond de moi que le marketing, j'avais, comme me disait mon mari, écoute, tu as fait le tour, tu n'as plus rien à prouver. Et l'art commençait à monter. Et ça répond à plein de questions que tu as posées, Justine. Par exemple, j'étais douée en peinture, vraiment douée. Je peignais, peine pas peur, des tableaux de 1,50 m. Et un jour, un chasseur de tête vient à la maison, regarde une de mes toiles et il me dit « Ah ouais, t'es douée, mais t'es à la rue, t'as aucune technique. » Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis « Tu connais quelqu'un qui peut m'enseigner ça ?» Il me dit « Ouais, mais il est rare et cher, comme on dit. » Pierre-Yves Giannini prenait 6 élèves qu'il gardait pendant 4-5 ans.
Donc là, n'était pas nombreuses. Je vais voir cet homme qui m'a appris les techniques de la Renaissance du Quattrocento. J'ai pris 2 ans d'atelier, mais dès le premier cours, j'ai su que j'étais à ma place. Et donc, à ce moment-là, je continuais le marketing en biseau, tout doucement. C'est là que j'ai fait l'Institut français de la mode. Et je montais mon niveau en peinture. Donc, il y a un croisement. Il y a une courbe qui baisse doucement et une autre qui monte. L'apprentissage de la 2e vague de passion de ma vie. Et j'aurais été tentée de tout faire. Sauf qu'à un moment, une petite voix me dit, et c'était en anglais, « You can't open a new door unless you close an old one ». Tu ne peux pas ouvrir une nouvelle porte si tu n'acceptes pas d'enfermer une précédente. Et là, je passe une après-midi en larmes, en sanglots, dans ma chambre, où j'avais une armoire avec tous mes cours de marketing. Et en sanglots, parce que je devais lâcher le marketing, que j'adorais aussi, j'étais très bonne là-dedans. Mais il fallait que je lâche. J'ai lâché. 1 an après, j'exposais aux États-Unis. Et j'ai très, très bien vécu ma peinture. Donc, il y a plusieurs réponses là-dedans. Il y en a une, c'est reconnaître un talent, c'est une chose. En faire une expertise, c'est autre chose. Si j'avais continué à bricoler la peinture, je n'aurais jamais fait autant que j'ai fait en apprenant. D'autres enseignements, on peut faire cohabiter pendant un temps. À un moment, il faut choisir. J'ai choisi. Mais j'ai choisi quand j'étais prête. Et en fait, ce que je peux donner, mais encore une fois, j'ai le recul, vous êtes toutes jeunes, hein, moi là j'ai la chance d'avoir un peu de recul, c'est que je n'ai jamais essayé de tout faire au meilleur niveau en même temps. Par contre, j'ai toujours essayé, quand je décidais de rentrer dans un domaine, de prendre les meilleurs et de me former en un an, 2 ans. Quand j'ai compris que j'étais chamane, je me suis formée auprès de quelqu'un d'exceptionnel, Martine Garcin-Fradé, qui m'a en plus formée en me faisant rencontrer des physiciens quantiques, des spécialistes du cerveau, etc. Et là, la multipotentielle que j'étais, avec la multipotentielle qu'elle est, rayonnait. Et là aussi, j'ai ralenti la peinture pour aller à fond dans cette expertise. Quand je suis arrivée sur le web, j'ai dû apprendre, j'ai pris les meilleurs, j'ai voir Sébastien le marketeur, je travaillais avec Martin Latulippe, pareil, et j'ai ralenti le reste. Aujourd'hui, tous ces talents sont vivants, mais il y a des moments où j'ai dû les mettre de côté pour aller à fond dans quelque chose. Mais comme je savais que j'avais atteint un socle que je ne perdrais pas, je dis, allez, je le mets en pause complètement. Et puis, il y a 2 ans, tout est remonté. L'artiste, la marketeuse, la chamane, l'auteur, parce que pareil, j'ai pu écrire des livres, ils ont été édités, j'ai eu vraiment des succès d'édition. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai dit, je ne fais que ça. Et quand je suis arrivée sur le web, où là, je devais avoir… Moi, je suis une créatrice. Au profil de Roger Hamilton, on est tous des creators. Créateur, c'est quelqu'un qui est multidimensionnel, en effet, qui fonctionne en arborescence, qui travaille plutôt avec des X-Mind qu'avec du Word, etc. J'ai très vite compris que la mise en musique du truc, ça me faisait… Bref, j'ai appris, j'ai compris, j'ai pris des équipes et je leur délègue. J'ai appris à m'entourer de gens complémentaires à moi. Moi, je ne suis pas une commerciale, je ne suis pas une manager. Je peux vendre, je peux manager, mais ce n'est pas mon profil. Donc, j'ai appris à aller vers là où est mon excellence et d'amener mes équipes vers leur propre excellence. Donc, est-ce que ça fait sens, tout ce que je vous dis? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Hein. Bien sûr. Complètement. Vraiment. Bien sûr, Edith. Et en fait, tu fais référence à 4 éléments qui sont vraiment importants là-dessus. C'est aussi apprendre à apprendre, déjà. Apprendre aussi la persévérance dans ce qu'on commence à faire et rester focus. C'est aussi apprendre à développer sa créativité, mais apprendre à développer sa créativité, pas forcément aller dans tous les sens. Et c'est aussi apprendre à se spécialiser. Et dans ce cas-là, on rejoint aussi ce que tu disais sur faire le choix. Comment faire un choix à un moment donné. Et en préparant ce live, il y a quelques jours, quand on en avait parlé, Edith, tu avais dit aussi, il faudra que je dise que on peut être multipotentiel, mais sur des périodes aussi qui peut… Je te laisse justement développer ça parce que c'est vraiment très intéressant. Tu lis dans mes pensées. On est connectés, toi et moi. J'étais en train de noter. Ouais.
on a un écueil, c'est l'impatience. On a une ressource, c'est la confiance. L'impatience, c'est vouloir tout aller très vite, que tout aille vite. Ça, on l'a tous. D'où d'ailleurs le conseil que je vous donne, formez-vous tout de suite auprès des meilleurs. Perdez pas de temps. Vous ne pouvez apprendre que de multipotentiels brillants. Sinon, vous allez vous faire suer à apprendre des trucs qui ronronnent. Moi, tu me donnes un programme en ligne, mais je meurs. Je vais directement prendre en mentorat. Tu vois, c'était 1 heure avec Sébastien le marketeur, c'est du temps avec Sébastien, avec Martin. Moi, mais les programmes en ligne, mais je m'endors et même je me rétrécis. Donc, alors ça, c'est le premier point. Et le second point, la multipotentielle, elle a perdu en route. Alors, on a dit apprendre à apprendre, apprendre la persévérance quand on commence la quelque confiance. chose et continuer. La confiance. Ouais. Voilà. La confiance, c'est se dire que on a toute la vie pour se réaliser. On a du temps. C'est-à-dire que, encore une fois, de 20 à 40, je suis au top du marketing. De 30 à 40, je commence à bricoler la peinture. De 40 à 60, à 55, peinture au plus haut niveau. Mais vraiment au plus haut niveau, exposé aux États-Unis. En parallèle, l'écriture, parce que c'était compatible. Mais le marketing était tombé. Donc, je savais que ça reviendrait à un moment si besoin. Et aussi, je savais qu'il serait utile à mes autres talents. Parce que, quelque part, ce n'est pas des blocs séparés, je disais reliés par un fil de lumière, mais c'est quand j'étais artiste, par exemple, j'ai laissé tomber le marketing, mais j'avais toujours des réflexes. Je savais faire un dossier. Quand je suis allée voir la galerie à Sausalito, j'ai su très vite, c'était pas « Oh, excusez-moi, je suis peintre ». Non, j'ai un site, voilà, je fais ça, tac, tac, tac. Chaque don doit se mettre au service du suivant. Quand je suis dans l'écriture, j'ai utilisé mes capacités marketing pour vendre le livre, c'était à table chez Pictos, et mes capacités de communicante pour avoir la radio, France Inter, des gens comme ça. C'est-à-dire que ce que vous devez apprendre à faire, c'est vous dire qu'à un moment, on laisse tomber le bloc de ce talent, on le met de côté pour monter le deuxième, et après, on va aller rechercher un petit peu du précédent, parce qu'il va nourrir. Quel est le fil rouge de l'ensemble? Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, et c'est peut-être sur le web où je me suis dit, mais après tout, mais je suis tard depuis… Quand tu m'as connue au début, je parlais très peu finalement de mon passé de marketeuse et autres. Puis à un moment, j'ai dit, mais oui, j'assume. Oui, j'étais un directeur marketing au plus haut niveau. Oui, j'ai exposé aux États-Unis et partout dans le monde. Oui, j'ai eu un prix de la critique. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus, partout où j'allais, au bout de 3 ans de critique d'art, j'étais élue parmi les 3 meilleurs critiques d'art européens. Alors après, il y a un autre problème, c'est est-ce qu'on ose le dire? Est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est juste dire c'est possible? Parce que quand on est brillant, on a souvent des prix. Comment on le dit? On le dit pourquoi? Pour dire boum, 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 je suis la meilleure? Ou juste pour dire, ben voilà, c'est possible, allez-y. Tout le monde ne peut pas l'entendre. Comment on en parle? Ça aussi, c'est passionnant. Comment on parle de ses talents? Excusez-moi de vous demander pardon d'être grande, ou je mets ma grandeur au service de quelque chose de plus grand. Et là, il y a une phrase magnifique de Peter Cook. Si vous êtes brillant et que vous ne voulez pas dépendre de votre ego, dites-vous, si vous êtes plutôt scientifique, que ce sont des connexions neuronales spécifiques. Si vous êtes religieux, que c'est une connexion divine. Si vous êtes spirituel, que c'est une connexion à l'inconscient collectif. Et dans tous les cas, dites-vous que votre brillance ne vient pas de vous, mais à travers vous. Et ça vous évitera et l'arrogance et la dépendance. Et ça, je l'ai compris il y a quelques mois. Et depuis, je dis et je remercie la vie de m'avoir donné ces dons pour les partager. Alors, voilà, je ne peux que partager ce que tu dis, Edith. C'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est vraiment une très belle valeur de très bon partage que tu fais aujourd'hui avec nous. C'est vraiment une chance. Effectivement, comment on fait pour accepter, comment on fait pour oser en parler aussi, et comment on fait pour que
Moi, c'est ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que s'ils ont plusieurs projets, ils peuvent, mais il faut que chaque projet nourrisse le projet suivant ou le projet en parallèle. Mais quoi qu'il arrive, il faut arriver aussi à garder le focus temporairement sur l'un d'eux, sinon on n'avance pas. Oui. Donc ça, voilà, c'est vraiment central, il faut le garder en tête. Justina et Cameron, qu'on n'a pas entendu pour l'instant, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la question de comment on gère ça? Alors, je vérifie que les micros sont activés. Alors, Justina et Cameron, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors en fait, c'est émis sous le nom de Cameron. Je ne sais pas Oui. pourquoi, c'est ma fille qui a été connectée. Elle a dû utiliser mon ordi et quand je me suis connectée, elle est apparue. Mais en fait, c'est Nella, c'est la maman. Ça va, Nella? Ça va et toi? Ouais. Donc, depuis tout à l'heure, je vois Cameron, je me dis bon, c'est pas grave, sinon je me Bah oui. déconnecte, mais bon, j'insiste pas. Non, c'est bien Et, comme ça. Non, moi, ce que j'en ressors, en tout cas, ce que j'entends dans tout ce qui a été dit, c'est super intéressant, mais je pense qu'il faut passer par la connaissance de soi avant tout. Bien sûr. Moi, voilà, j'ai tendance, Mélika, tu me connais bien, j'ai tendance à m'appeler le couteau suisse. C'est pour ça que le multipotentiel, ça me parle. J'ai souvent tendance du coup, à en perdre confiance en moi parce que à me dire, rien ne m'arrête et je suis capable de tout apprendre. Donc, mais c'est vrai que tout ce que j'apprends et tous les domaines dans lesquels j'exerce ou en tout cas je vais, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien et je me rends compte que ça se suit et que cette capacité de communicante que j'ai, je la touche dans tous mes domaines, que cette capacité aussi de créer, parce que moi je crée énormément aussi soit de newsletters ou là je me lance dans un journal, enfin bref, peu importe. Il y a 3 ans, 4 ans de ça, j'en aurais été incapable, ou en tout cas, je me serais dit non, mais c'est pas pour moi. De toute façon, il y a 3-4 ans, rien n'était pour moi. Donc, au moins comme ça, c'était clair. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, justement, ce potentiel multiple me fait un peu peur parce que des fois, je me dis mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Où sont mes limites? Et je me rends compte que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que dès que j'ai un domaine que je ne connais pas, j'apprends. Et le fait d'apprendre me donne confiance. Et cette confiance, du coup, fait que je réussis là où je vais. Alors qu'à la base, ce n'est pas mon domaine de prédilection ou ce n'est pas là que j'aurais été. Mais je pense que ça passe aussi, vous voyez, par la confiance en soi, mais par la connaissance de soi. Et je pense que quand on a ce socle-là, tout est possible. Donc, je rejoins tout à fait Edith. Tout est possible quand on se connaît et quand on se fait confiance. Et ça passe par l'apprentissage, bien évidemment. Pour moi, c'est indispensable. Mais voilà, parce que ça m'apporte justement cette sécurité dont j'ai besoin pour aller sur le domaine. Donc, effectivement, tout ce qui se dit fait effectivement grandement écho. Le côté solitude aussi, effectivement, pas d'avoir d'alter ego ou en tout cas de personnes à son niveau. Bien souvent, je me frustre parce que je sens que si je vais trop loin, je vais trop vite, trop loin. Et je sens qu'à côté de moi, ça ne suit pas. Donc, je me freine, je mets ça dans un coin de ma tête et quand je vois que l'opportunité est possible, là, j'y vais et je m'aperçois que ça match. Ça match. À chaque fois, en tout cas, pour moi, ça a matché. Donc, faut se faire confiance. Faut se faire confiance. Merci Nella, super partage. Justina, est-ce que tu as envie de partager avec nous avant qu'on passe au dernier thème sur la gestion? Comment on gère le fait d'être multipotentiel? Alors, bonjour Melika, bonjour Edith. Je voulais vous remercier beaucoup Edith pour ce que vous avez dit parce que je vous connais pas encore bien. J'ai vérifié, j'ai regardé votre site internet un peu. Vous avez répondu aux questions dont je me posais depuis quelques semaines. Je suis quelqu'un, en effet, qui est très impatient et je suis très frustrée parce que je m'en veux en permanence, que je ne suis pas assez organisée, que j'ai autant de choses à apprendre encore.
Souvent, je subis des critiques de la part des autres que je m'éparpille trop, que je ne peux pas être tout à la fois, la naturopathie, la sophrologie, le décodage biologique, la PNL, la psychophysiologie, etc. et beaucoup d'autres domaines. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un fil rouge, en effet, que je ne m'éparpille pas. Et là maintenant, justement, il va falloir que j'apprenne la patience, parce que ça m'a conduit souvent à être à la limite à burn-out, Voilà, ouais, bien sûr. parce que je travaillais énormément et je me mettais la pression énorme émotionnelle et une surcharge émotionnelle qui faisait qu'au bout d'un moment, mon système nerveux m'arrêtait. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est que vous êtes une femme très... C'est vraiment d'accord avec vous qu'il faut s'entourer des meilleurs pour pouvoir apprendre d'eux, pas seulement les compétences, mais surtout l'attitude, le mindset et surtout modéliser le mindset. On ne peut pas, quand on est multipotentiel, apprendre Merci, auprès de Justina. gens qui sont en dessous de notre Oui. niveau de perception, parce que c'est d'abord un multipotentiel, c'est quelqu'un qui perçoit. C'est quelqu'un qui a une lecture innée, naturelle, intuitive des choses. Il ne faut pas l'oublier. Un multipotentiel, ce n'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il sait à l'intérieur de lui. On a des savoirs dont notre mental ou notre histoire n'est pas forcément témoin. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, il y a une sculpture derrière moi, là, et une autre derrière. La multipotentielle, dans ce cas, c'est très simple. Je peignais très bien une fois que j'avais appris mes techniques. Et on m'avait toujours dit, c'est marrant, tu peins comme un sculpteur. C'est-à-dire que les reliefs, les volumes, les ombres, les lumières, je maîtrisais très bien. Et je fuyais la sculpture. Je ne savais pas pourquoi, je savais que la rencontre serait terrible. Je fuis. Et au bout de 10 ans, par hasard, j'atterris par erreur dans un atelier de sculpture. Et je cherchais en fait un atelier de lithogravure, linogravure. Et le prof qui était là me dit, mais vous savez, vous êtes artiste? Je dis, bah ouais, un petit peu, enfin, je peins un petit peu. Hein. Vous avez déjà sculpté? Non. Ah. Il me dit, bah, écoute, fais-moi une sphère, un cube, une pyramide, un parallélépipède, etc. Il me donne de la terre, puis pop, 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 pop. Alors, mes mains font ça, mais je dis, bon, vous n'avez pas de blocage, vous? Je dis, bah non, peut-être pas. Je vous prends à l'atelier. La fois d'après, je me trompe d'1 heure. J'arrive à la fin du cours. Mon inconscient ne voulait pas y aller. Et là, il m'engueule, il me dit, écoutez, vous êtes mignonne. Il a toujours 20 ans de moins que moi. Hein. Il me dit, c'est simple, je vous attends la semaine prochaine, mais c'est 14 heures, pas 15 heures. J'y vais et j'arrive avec des dessins que j'avais fait, des bas-fonds de Venise, de Florence, peints par De Vinci. Et je lui dis, voilà, je voudrais commencer par un visage. Il me dit, vous ne croyez pas que vous exagérez quand même? Première sculpture, c'est ça qui sort. Première. C'est-à-dire que j'avais des dons que j'ignorais avoir. Mes mains savaient. Mes mains avaient gardé une mémoire de ça. La deuxième sculpture, c'est mon mari. Il a posé, le pauvre. Pour le sculpter, pour ses lèvres, j'embrassais, je fermais les yeux, j'embrassais la sculpture pour trouver le même toucher. Pour son visage, je le touchais, les yeux fermés, je touchais la sculpture. Mes mains savaient. Et ça, c'est important. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je pense que nous, les multipotentiels, nous avons, vous savez, on disait, ah, tu n'as pas la science infuse. Ben, si. La particularité d'un multipotentiel, c'est qu'il a quelques sciences infuses. Pas toutes. Moi, vous me mettez un plan financier, un truc du juridique, je n'ai pas la science infuse du tout, et même très diffuse. Par contre, il y a des domaines où je sais. C'est là. Donc ça, c'est important aussi, c'est d'identifier ces espaces où nous ignorons que nous savons, mais nous savons. Est-ce que ça vous parle? Tellement. Alors, attends, je réactive parce que pour la qualité du son, je vais mimer sur tout le monde. J'ai réactivé tous vos micros. Est-ce que ça vous parle, les filles? Oui. Ok, super. Oui, ça me parle. Ok, Ah oui, complètement aussi. génial, super.
Donc, en fait, ça me rappelle ma première rencontre avec la sculpture. Ma tante est vraiment artiste. Quand je dis vraiment, c'est que pour l'instant, moi, je n'assume pas encore. Je fais des tableaux 3D, j'utilise des matières différentes, du liège, du bois, plein de choses. Et ce qui est fou, c'est que j'ai déjà vendu, mais je ne l'ai pas refait parce que ça m'a fait peur. Donc, je suis en cheminement sur ça. Et ma première expérience avec la sculpture, ça a été ça. Et ça a été quelque chose aussi, je ne sais pas pour toi, Edith, mais quelque chose de très, finalement, sensuel et très, pas intellectuel, enfin, je ne sais pas, c'est très dans le sens et dans l'émotionnel, en fait. Et presque dans un état d'amoureuse, tu vois. Et là, je me sentais vraiment connectée à ce moment-là, pile à ce moment-là. C'est comme si tout était vraiment posé au bon endroit. C'est ça, au bon endroit et comme il faut. Et comme si la musique qui était autour, eh ben c'était, tu vois, je sais pas, c'est comme un truc un peu magique. Ouais. C'est ça aussi pour toi? Complètement. La toile qui est là-haut, qu'on voit juste au-dessus, là, c'est une toile qui était ma toute première toile abstraite. Parce qu'après avoir appris comme les maîtres du Quattrocento, du portrait, peindre de l'étain, peindre des paysages, etc., je suis passée spontanément à l'abstrait lyrique, ça s'appelle comme ça. J'étais inspirée par Zhao Wuqi. Cette première-là, c'était d'abord de la poudre de marbre sculptée, grattée. Donc, pas du tout ce que j'avais appris. C'était vraiment au contraire, il fallait que j'efface l'enseignement. La structure était là, la colonne vertébrale. Je peux vous le dire, j'ai eu un orgasme incroyable. Ça m'a fait une montée de Kundalini et un orgasme. Waouh! Et j'étais en larmes. Et j'avais la sensation, quand j'ai rencontré finalement cette veine d'abstrait lyrique, ce qui est parti aux États-Unis après, j'ai fait très très belle, j'ai eu un très beau chemin là-bas. Eh bien, j'ai eu un vertige, mais une peur d'être emportée par quelque chose qui me dépassait. Parce que là, j'ai compris que c'était plus dans le savoir. Le savoir était là. J'avais appris à manier les couleurs, à utiliser, à les mélanger, l'imprimature, la construction orthogonale, le nombre d'or, tout ça, je l'avais appris. J'étais juste face à une immensité qui se dessinait. Et ça m'amuse parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Pierre Le Fumat. Pierre Le Fumat, c'était le spécialiste des marbres dans le monde. Il avait sa chaire à Versailles. Il faisait des faux marbres. Il a commencé à 14 ans comme artiste peintre pendant la guerre. Son père était parti en STO en Allemagne et il avait repris l'activité de son père. Et il me dit, moi je l'ai rencontré, il avait 80 ans. Grand monsieur. Et il me dit, vous savez, Edith, à vous, je peux le raconter. Quand j'ai eu mon premier faux marbre à faire, je devais refaire dans un grand domaine particulier, une maison de maître, un mur entier où tout avait disparu sauf un tout petit bout de marbre. Et ce marbre était tellement beau, tellement puissant que je me suis sentie incapable de le faire. Et j'ai passé la matinée juste posée là, à le regarder. Et vous savez, Edith, ce qui s'est passé, me dit Pierre. Eh bien, l'ancien est venu prendre ma main. C'était donc une peinture de 3 siècles avant. Venu prendre ma main et m'a guidée. Et ça a été ma plus belle œuvre. On rentre dans ces champs-là, dans des savoirs qui sont multidimensionnels. Et accepter ça. C'est ça. C'est accepter, et on revient à la phrase de Peter Coop, que nous ne sommes pas maîtres de ça, nous sommes dépositaires. Et ça va vous régler les problèmes d'ego si vous dites simplement « je suis au service de dons plus grands que moi ». Et là, je vous assure je que suis ça un règle véhicule. tellement. Voilà. You are a custodian of this gift. Et ça, c'est la dimension spirituelle. Je pense qu'un multipotentiel qui n'atteint pas la spiritualité risque d'être un homme ou une femme très malheureux, prisonnier d'un ego et d'un besoin de reconnaissance qu'il n'aura pas. Donc, ce que je souhaite à tous les multipotentiels, c'est de recontacter leur enfant intérieur et d'aller chercher dans une autre dimension la légitimité de ces dons juste au service du vivant. Du vivant et du plus grand. Exactement. Autour de nous et tels des véhicules que nous sommes en réalité.
Et effectivement, je trouve que, alors sans aller mordre sur le sujet de la semaine prochaine, je trouve que ça règle pas mal aussi le problème du syndrome de l'imposteur finalement. Mais on en parlera plutôt la semaine prochaine, on ne va pas spoiler. Par rapport juste au thème de la gestion, un petit peu comment on gère le fait d'être multipotentiel, on peut penser aussi à des outils qui sont très, très concrets, hein, comme les outils d'apprentissage, de mémorisation, les techniques, l'hypnoapprentissage. Vraiment, ça, c'est très, très concret, c'est très terre-à-terre. Vous avez le mind mapping, hein, les cartes heuristiques, vraiment pour justement poser cette pensée en arborescence. Et ça permet justement d'avoir la vision dont tu parlais aussi, Edith, tout à l'heure, cette distance, cette hauteur. Et puis, ça permet aussi de se projeter dans l'avenir et aussi dans la prise de décision à court, moyen et long terme. Voilà. Parce que souvent, on reproche aux multipotentiels de penser beaucoup court terme parce qu'on commence des choses. Sauf qu'on est capable aussi d'avoir cette vision à court, moyen et long terme. La preuve en est, c'est que j'en ai fait un métier aussi. Hein. La stratégie, c'est ça, c'est vraiment le court, le moyen et le long terme. Et je pense que Nella aussi, tu as dit quelque chose tout à l'heure de très important, c'est que ça commence par la connaissance de soi. Bien sûr. Donc, le point de départ, la connaissance de soi, parce que sinon, effectivement, on a tendance à mal vivre les choses, à peut-être aussi mal être compris dans tous les cas. Edith, sur ce point-là, par rapport, par exemple, à l'efficacité personnelle, est-ce que tu aurais, toi, des bottes secrètes à partager sur ta manière de gérer ces mondes parallèles un petit peu que tu as et ces univers, en fait, parallèles que tu as en toi? Le premier, c'est gérer la frustration. Ça va vous paraître pas extrêmement positif, mais c'est ça. C'est que j'ai pris conscience avec le temps et le confinement m'a encore plus permis d'en prendre conscience. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, c'est accepter, et c'est pour ça que je parlais de la confiance. Comme je sais que rien ne s'éteint, mais tout peut être au repos, et puis que j'ai une énergie limitée. Moi, j'ai moins d'énergie à mon âge qu'à 40 ans, hein, quand même. Faut pas se leurrer. Donc, la sagesse de l'âge qui me dit, attention, ma cocotte, là, faut que tu ralentisses. Donc, je dirais que le premier conseil, c'est de gérer la frustration, de ne pas pouvoir tout forcément faire en même temps. C'est peut-être de choisir en fonction de critères qui sont les plus judicieux pour le moment. Est-ce que c'est un critère de sécurité matérielle? Est-ce que c'est un critère de joie? Quel est le critère fondamental du moment? Moi, en ce moment, c'est la joie. Donc, je m'autorise à aller plus dans des domaines que j'avais mis de côté. Dans les moments où j'étais dans les critères de sécurité, ça fait vraiment que je lance et je développe mon business, je paye mes équipes, la priorité faisait que je devais plutôt construire quelque chose, donc je mettais de côté d'autres choses, même si la joie était toujours là. Donc, je crois que c'est savoir, et quand tu parles de court terme, moyen terme, long terme, c'est définir dans cette époque-ci quels sont les critères qui doivent être respectés. À partir de là, les choix doivent y répondre. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça répond à ce critère? Est-ce que ça contribue à aller vers le chemin d'après, court terme, moyen terme? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est pas, et là, la connaissance de soi, comme dit Nella, est importante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je peux être frustrée? Qu'est-ce qui fait que je me sentirais malheureuse de ne pas aller plus loin en ce moment? Qu'est-ce qui fait que la frustration, c'est quand on n'arrive pas à être assez heureuse avec ce qu'on fait et ce qu'on a. Donc, remettre de la joie aussi. Puis, gérer le temps. Moi, j'ai vraiment appris, quand j'ai étudié La route du temps de Philippe Guillermand, je me suis rendu compte que le temps est élastique. C'est-à-dire que où il y a le temps 24 heures circadien et tac, 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 on se dit, ah là, je ne vais pas y arriver. Où on passe à une autre notion du temps, où on sait que si je fais ça au bon moment, ça va aller tellement plus vite que je peux attendre. Donc, c'est une gestion du temps qui n'est pas seulement par bloc, mais par ajustement. Moi, souvent, je me dis, voilà, qu'est-ce que je sens le plus juste pour l'instant? Où est-ce que je vais être la plus efficace? Là, je le fais, ça passe très vite, après, je passe à autre chose. Donc, c'est gérer le temps aussi par rapport à quelque chose qui est d'une urgence intérieure, un plaisir, et puis une contribution aux étapes. Est-ce que je suis claire? Oui, je pense que tu es claire, Edith. Alors, effectivement, je pense qu'il y a deux choses clés dans ce que tu dis aussi. C'est que,
faut remettre le plaisir au cœur de tout ça. Parce qu'effectivement, on parle de solitude, on parle d'incompréhension, on parle de se sentir rejeté, on parle de ne pas être à sa place, etc. Bon, c'est pas hyper plaisir. Le fun, l'envie, la curiosité, ce côté un peu enfant, cette envie aussi de faire les choses au cœur de tout ça. Ça paraît, c'est vrai que ça paraît évident, mais on le perd quelquefois. On a la tête tellement dans le guidon, on est tellement collé à tout ça qu'on en perd aussi l'essentiel, qui est le plaisir d'apprendre et d'évoluer, le plaisir de continuer son chemin. Et que oui, on va continuer à apprendre, et heureusement, de toute façon. Et après, le deuxième élément que tu as évoqué aussi, c'est de gérer cette frustration. Et apprendre aussi la patience, peut-être. Puis il y en a un troisième qui est vraiment important. Tout à l'heure, j'ai noté multipotentiel et couple. Couple, vous savez, couple, c'est cette personne masculine avec laquelle on peut être tenté de faire une vie. Une femme multipotentielle ne peut pas se mettre en couple avec n'importe qui. C'est clair. Et moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance, de rencontrer un homme qui il n'est pas forcément comme moi, mais qui n'a aucun problème d'ego. C'est-à-dire qu'il est tellement solide dedans que m'admirer, pour lui, ça ne le réduit pas, ça le grandit. De même que moi, quand je l'admire, je ne me sens pas petite et dépendante, je l'admire. Donc, il y a quelque chose aussi, c'est l'entourage. Alors, l'entourage propre idéal, c'est le conjoint. Prendre un conjoint qui ne va pas se sentir diminué par une femme puissante multipotentielle, c'est-à-dire quelqu'un qui a tellement de structure intérieure, et on parlait, Nella, de confiance en soi, enfin de se connaître. Un homme qui se connaît, qui n'a pas de problème, sera beaucoup plus facile en binôme d'une femme comme nous. Et ça, c'est vachement important. Et ensuite, le cercle proche. Il y a des amis anciens auxquels on est fidèle par le cœur, parce que fidélité, loyauté, qui peut-être peuvent être des vrais boulets. Donc, savoir se prémunir aussi, se mettre à l'abri de boulets qui vous ralentissent. Ils disent, mais non, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Oh, puis de toute façon, tu nous casses les pieds avec tes trucs. Donc, je pense que l'entourage, premier cercle, est important aussi. Moi, quand je fais ça avec toi, Mélika, on est totalement en ligne. On ne se pose pas la question, est-ce qu'elle va aimer, pas aimer, est-ce qu'elle va comprendre. Ouf. Donc, entourez-vous. L'entourage est déterminant. Mais alors, un point. Voilà. C'est vrai. Et en fait, on le dit souvent pour le business, pour créer une entreprise. Là, d'un coup, bim, c'est l'argument qu'on sort, etc. On le dit quelquefois dans le développement personnel, mais pas trop. Mais la réalité, c'est que dans la vie, et surtout dans la vie d'un MP, l'écosystème, c'est vraiment, effectivement, central. Et il ne faut pas avoir peur, et peut-être même que je n'ai pas envie de formuler ça comme ça, mais il faut exiger et il faut faire le tri. Il faut vraiment assumer aussi d'être exigeant envers son entourage, comme on l'est envers nous-mêmes, quand même. Mais bon, oui, Edith. Et il y a un dernier point. Tout à l'heure, tu parlais de joie. Je vous pose la question, où est-ce que vous avez trouvé votre joie? Comme ça, spontanément. Quelle est la partie de vous, quelle est la partie de vous qui porte la joie? Quand je sors de ma zone de confort. Non, c'est pas ça que je pense. C'est pas ça que je pense. Plus loin. Dans votre histoire. Là, vous êtes dans le faire. Moi, je vous parle de dans l'être. Votre enfant intérieur. Retrouvez l'enfant intérieur intact, joyeuse, multipotentielle, qui a été ou pas entendu, qui est en vous. C'est elle qui a la joie, c'est elle qui a les clés. Moi, quand je me marre comme ça, c'est ma petite Edith qui dit « Yes, ça y est, je suis là, je participe ». Mélika, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est ça aussi, notre enfant intérieur intact. C'est « Allez, on y va ». La cour de récré intérieure. Parce que là, c'est bien, la réponse, elle est juste, mais ce n'est pas là qu'est la clé. La clé, elle est dans la petite fille en nous, les petites filles qui avaient tous ces talents, qui parfois se sont fait couper le museau. Mais tais-toi. Moi, je savais lire à 4 ans. Avant de rentrer en CP, je savais lire. Même, je crois que oui, 4 ans, j'ai regardé mon frère, qui avait 10 ans plus que moi, il a toujours d'ailleurs. Je l'ai regardé lire et j'ai appris à lire.
Donc, j'ai passé toute mon enfance. La petite Edith, c'est tais-toi, tu sais. Madame, tais-toi, tu sais, toi. Cette petite Edith-là, elle a été frustrée. Et J'ai bien maintenant, connu ça. quand on lui dit tais-toi, elle dit fuck. Yes. Oh, j'aime. Oui, là, ça me parle tellement. Ah oui, c'est trop ça. Merde. C'est tellement ça. Donc, aller rechercher la petite fille à qui on a dit, mais allez, en tout cas, Ouais, c'est tu ne bon. comprendras jamais. Toi, tu es l'as des as, me disait ma grand-mère. Je te comprendrai jamais. Moi, je m'en moque. C'est ça. C'est ça. Et ça, la joie. Oui. On a donné les clés ce soir. Hein. Oui, Je je pense que… justement, on va faire un petit tour de table. Yasmine, qu'est-ce que tu vas garder de ce live? Qu'est-ce que tu peux appliquer peut-être aujourd'hui, tout de suite, là, demain? Qu'est-ce qui va te servir? Alors, attends, hop, excuse-moi, ton micro est activé normalement. Et là, vous m'entendez? Oui. Oui, alors je retiendrai beaucoup de choses certainement, mais vu comme que je suis potentielle apparemment, mais je suis aussi, j'ai une tête, je n'ai pas une grande mémoire, en tout cas, voilà. Le sujet est passionnant et ce que je retiendrai là, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport justement à la prioritarisation des passions ou des projets qu'on aimerait faire, c'est aussi la gestion du temps. Et j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus pour nous donner quelques clés, justement, quelques petits conseils pour mieux gérer notre temps. Parce que moi, il m'arrive d'être très fainéante, où je fais de la procrastination. J'ai beaucoup d'idées. Et ensuite, je veux faire tellement de choses que finalement, je ne fais rien ou je fais les choses à moitié. Et il est important d'aller jusqu'au bout. Bon, ça, il m'est arrivé aussi d'aller jusqu'au bout. Bon. Le bilan n'est pas si négatif que ça, mais j'aimerais bien avoir quelques clés là-dessus. Vous avez évoqué aussi le lien à la spiritualité. J'ai appris quelque chose là-dessus et c'est très bien. J'ai quelques sensibilités. J'en parle souvent avec ma sœur qui nous écoute, qui est branchée aussi sur Facebook, là, avec Maya, que je salue, et quelques amis aussi qui nous écoutent. Donc, ce lien à la spiritualité, c'est vraiment quelque chose que je viens de découvrir aussi, hein, et je vous en remercie. Et plein d'autres choses. Et certainement, ça, je vais revoir ce live qui est formidable pour garder en mémoire un maximum de choses. Merci. Merci, Edith. Super, merci Yasmine. Alors, justement, ça a développé par définition, le temps est limité, mais avec grand plaisir, du coup, Yasmine, Justina et Damiela et Nella pour développer aussi ultérieurement. Edith, est-ce que tu veux dire juste quelques mots par rapport à ça? Et puis, on va passer à la fin du tour de table pour savoir ce que tout le monde a retenu. Je pense qu'à posteriori, quand je revois toutes les notes et tout ce que nous avons pu poser, je pense que déjà, digérer tout ça, ça va vous prendre un certain temps. Oui. Et que ce n'est pas la peine de rajouter des couches. Je pense que déjà, digérer ça et après revenir vers nous tranquillement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme dans un très grand restaurant, on n'a plus faim. Et je pense qu'il faut déjà digérer, savourer tout ce qu'il y a dedans. Je pense que ce n'est pas le moment de rajouter de la matière. Oui, je pense aussi, hein, effectivement. C'est une indigestion de choses, oui. Nella, Damiela, Justina, qu'est-ce que vous retenez du live d'aujourd'hui, du coup? Peut-être dans l'ordre, Justina, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a une information, quelque chose? Je sais qu'on m'entend bien, pas beaucoup de… On t'entend pas super bien. Pour moi, oui. On m'entend? Oui. Là, oui. Oui.
Alors, donc, moi, j'ai pris beaucoup de notes. Alors, la connexion est très mauvaise, Justina. Je crois que, enfin, en tout cas pour moi, je t'entends très très mal. Alors, je vais laisser en ce moment-là. Ok, mais on reviendra à toi. Alors, Damiela, est-ce que tu veux partager ce qui a été l'élément, selon toi, clé pour toi, en tout cas, ce soir? Damiela, Tu m'entends? est-ce que c'est actif? Oui, c'est bon, c'est activé. Ouais. C'est de vraiment prioriser en fin de compte mes actions pour ne pas disperser. Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que je mettais énormément de choses en place. Donc, j'ai eu en fait un burn-out. Donc, c'est vraiment de me concentrer sur les choses en fin de compte et puis aussi que ça perdure parce que je commence et parfois je vais pas aller jusqu'au bout. Et parce que je suis plus en fait peut-être intéressée, j'ai besoin en fin de compte de me nourrir d'autres choses. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se discipliner aussi, hein, gérer son temps, moins procrastiner sur les choses en fait qui nous font peur et être moins perfectionniste. D'accord. Et donc, derrière ça, il y a aussi ce côté, finalement, ce besoin de passer à l'action et de le faire bien, d'une Oui, manière efficace. je passe à l'action. Je passe à l'action en fin de compte pour les autres, pour des projets bon, c'est pour les contrats que j'ai, mais quand il s'agit de mes projets, je n'arrive pas à passer à l'action. Je suis tétanisée, je suis paralysée. Et donc, du coup, c'est ce que je travaille. Okay. Donc, c'était un gros travail sur moi-même. Et donc, comme elle a dit Yasmine, je ne sais pas si c'était Yasmine ou si c'était Cameron, je ne sais pas. Il faut vraiment faire un travail sur soi-même, en fait. Moi, j'ai vu, c'est pendant ce confinement que j'ai découvert que j'étais multipotentielle. Je me sentais seule, je disais, c'est cool parce que, bon, comme je suis suivie aussi par une thérapeute, donc elle me montre à peu près, en fin de compte, ce que je dois travailler. Et donc, je suis contente de ne pas être seule à vivre ça et qu'il y a d'autres que moi qui vivent ça. Donc, ça veut dire que là, je suis un peu… Voilà. Merci beaucoup, hein, Milika. Merci beaucoup. Merci, Damiela. Nella, qu'est-ce que tu retiens ce soir, peut-être en une phrase? Qu'est-ce qui va te… Voilà, avec quoi tu vas te poursuivre ce week-end, du coup, ce long week-end? Alors, normalement, le micro est… coupé. Tu m'entends? Là, oui. Ah. Donc, ce que moi, je vais en sortir, c'est la gestion de la frustration. Quelque part, ça me rassure. Voilà, de me dire, bon, si tu es frustré comme ça, c'est normal. Voilà, il va falloir que tu apprennes à gérer et à mettre en place des choses de manière à mieux le gérer. Et surtout, l'entourage. L'entourage aussi, j'ai tendance à m'isoler. J'ai tendance à travailler seule, Et je pense que, pour être justement, aussi gérer ma frustration, je pense que je vais avoir besoin de m'entourer et d'avoir des gens du même niveau que moi, de manière aussi, moi aussi, à continuer à progresser et à avancer. Et voilà, c'est ce que je vais retenir. Rejoignez un mastermind, par exemple, de multipotentiel. Ça, c'est vraiment une des clés. C'est vraiment vous entourer de gens qui sont dans le même niveau d'énergie, de créativité, qui sont complémentaires. Moi, c'est comme, je vais faire un parallèle avec le chamanisme. Je sais que je fais partie des 5%. Même pas, on dit 2% pour ça. Il faut aussi savoir s'entourer dans ces cas-là des gens de la même famille. Sinon, quelque part, on fait peur aux autres en plus. En plus, c'est même pas qu'on n'est pas bien soi, c'est qu'on les met mal à l'aise. Donc, de toute façon, quand on a cette singularité, il faut aller chercher des gens qui sont à ce même niveau de
perception, d'intelligence au sens large du terme. C'est vraiment important. Donc, regroupez, faites un mastermind, allez rejoindre des gens, parce que c'est là où votre vraie puissance va se développer. Sinon, c'est comme si on pédalait beaucoup pour ne pas avancer. C'est un peu dommage. C'est tout à fait ça. C'est vraiment le sentiment que parfois j'ai. Faites un ikigai par époque aussi. Il y a plein de choses à faire. Mais Oui. c'est un autre sujet, on pourra en parler après. Si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus. D'ailleurs, ça me donne vraiment envie, Mélika, qu'on crée quelque chose ensemble autour de ça, parce qu'on est extrêmement complémentaires. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de le faire, Edith? Ah, j'avais pas remarqué, dis-donc. Est-ce qu'on n'est pas en train déjà de le faire? Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Mm. Et surtout, croyez complètement en vous. Votre atypie, c'est votre puissance. C'est ça, tout à fait. Assumez votre puissance, votre verticalité, votre différence. Cherchez pas à être comme les autres. C'est quelque chose qui s'est posé en moi pendant le confinement, justement. Ça a été un mal pour un bien, hein, bien évidemment. On ne va pas dire que c'était génial au vu de ce qui s'est passé, mais j'ai eu un moment de panique et de bad trip et de pas bien du tout. Et finalement, cette verticalité dont vous parlez, je ne l'explique pas, mais elle s'est imposée en moi. Elle est venue comme ça et depuis, en fait, je regarde droit devant moi et je prends, voilà, et le plaisir, je reviens sur le plaisir et effectivement, je prends beaucoup de plaisir dans mes actions et dans ce que je fais, dans ce que j'apprends et c'est ce que je recherche. Et c'est là où je m'épanouis en fait, c'est là où je me sens le mieux. Mais effectivement, il me manque encore l'entourage, il me manque encore des gens qui me challenge. C'est moi qui challenge les autres et j'ai besoin qu'on me challenge pour justement encore avancer. Et je sais que je peux encore avancer, mais voilà. La frustration, elle vient là aussi. Un sentiment des fois de stagner. Et j'ai pas envie de stagner. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, à apprendre, et à apporter. Donc, merci Néla. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Edith, avant que je clôture là-dessus, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire, à rajouter par rapport à ça? Oui, une toute dernière, c'est puisqu'on parlait de coronavirus et de cette période, je pense que les multipotentiels sont à leur meilleur dans les situations difficiles. Parce qu'ils ont justement accès, une fois passé la déstabilisation, ils ont des accès tellement intuitifs, naturels, conscients ou inconscients, hein, encore une fois, à des solutions que les temps difficiles sont faits pour nous. Et nous avons d'autant plus de puissance et de capacité à contribuer, donc à réussir nos projets, que nous sortons du lot. On a besoin de leaders humanistes inspirés et puissants, debout dans les temps difficiles. Soyons ces leaders humanistes inspirés et debout que les circonstances l'exigent. Et ça, c'est notre force. Je fais partie d'une task force avec les 10 meilleures rectrices d'universités catholiques dans le monde. J'en parlais à Mélika il y a quelques jours. Il y a les 2 plus grandes américaines, brésiliennes, australiennes et européennes. Eh bien, leur verticalité est extraordinaire. Et je regardais une étude sur Fortune qui montrait à quel point les femmes, par leur empathie, par la capacité à prendre en compte des paramètres que les hommes parfois vont skipper par leur structure, et les gens multipotentiels aussi, ont une capacité à relever les défis d'une manière beaucoup plus claire, saine et inspirante. Aujourd'hui, le monde a besoin de leaders et de phares. Nous sommes des phares en tant que multipotentiels, à condition, encore une fois, de ne pas être dans l'ego. Et on en a parlé tout à l'heure, réécouter. Vous verrez qu'il y a de l'or. Tout ça, je ne veux pas donner plus de réponses là, parce que ça serait gâché. L'or de ce qui a déjà été offert. Hein. Il y a énormément de matière avec Mélika. Quand on est ensemble, ça déménage. Ça dépote. En tout cas, merci beaucoup Edith d'avoir été l'invitée ce soir. Et donc, je rappelle qu'on met en place une série de lives. Et on va reprendre en off, toi et moi, la co-construction de nos petits projets.
qui sont déjà là, hein, finalement, et qui étaient déjà là sous nos yeux. L'essence est posée. Oui. C'est ça, tout à fait. Je crois qu'il s'est passé quelque chose, effectivement, particulièrement ce soir. Déjà, lors d'une de nos discussions, je l'ai senti, c'était là. Et là, ce soir, c'est d'autant plus là. Merci à vous, les filles, et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aussi en live sur Facebook. Tu as vu, Edith, finalement, ça a fonctionné sur Facebook aussi. Donc, tu vois, comme quoi la technologie, quelquefois, est notre amie. Hein, et merci, bien sûr, les réseaux sociaux pour ça. Moi, j'ai passé un super beau moment. C'était aussi un moment pour moi, et je dois le dire, je te l'avais dit aussi, Edith, juste avant, c'est pour moi comme un moment de coming out, effectivement. J'assume pleinement qui je suis aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Je l'ai toujours plutôt mal vécu jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant que j'ai envie de dire que les chaînes sont brisées, c'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cheminement à avoir. Il y a vraiment presque, effectivement, oui, une stratégie, même dans l'intuition qu'il faut suivre là-dessus. Edith et moi, on serait ravis de partager vraiment nos secrets avec vous et avec voilà, toutes les personnes qui nous suivent. On va mettre en place vraiment quelque chose par rapport à ça. La semaine prochaine, enfin la prochaine fois en tout cas, on se retrouve pour parler du syndrome de l'imposteur qui s'applique aussi au MP, mais pas seulement. Voilà. Merci encore à tout le monde. Vous êtes vraiment extraordinaires. Vos questions nous ont vraiment beaucoup aidés. C'était super. Merci, Edith. Merci Mélika d'avoir organisé. Merci Edith. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Mélika, à bientôt. Au revoir à tout le monde. Hop.